Et voilà, et voilà comment l'épisode débute. Mika, Ah ouais, tu m'as pris en traite. Et putain, en plus, t'as vu comment j'ai stressé? Ouais, tu m'as stressé, j'ai voulu faire mes quel bon début d'épisode pour le 31e, non, 32e, Mika, 32e. Et ah, mais effectivement, on a atteint gros. la barre des 20 000 quand même. Mais moi, c'est bon. Après une négociation difficile avec le Hatch, j'ai bien 2 places à offrir. Après, je sais pas comment tu veux qu'on fasse pour les offrir, AB. Moi, je pense qu'on devrait faire un tirage au sort, tout simplement. Soit Ah, un mais c'est tirage au samedi sort, ou prochain. soit... Comment? C'est samedi prochain. Ah oui? Ah oui, effectivement. Bah Bah, oui. sinon, on annonce... Non, sinon, on annonce Bah, sur tu sais quoi, Instagram. regarde. Ce qu'on va faire, ouais, c'est ça. On fait une sur, bah, je sais pas, ouais, sur Insta, parce que j'allais dire Sur sur ma page ou Instagram. sur ta page, peu importe. On Non, n'a non, pas de sinon, page commune. regarde, on n'a pas Sphère commune, effectivement, mais tu pourras mettre une publication. D'ailleurs, allez nous suivre sur les réseaux, comme sur YouTube. Et j'en profite pour le dire. Et non, on Ouais. pourra faire. Écoutez, restez à l'affût dans les commentaires sur YouTube. Tu sais, je mettrai un commentaire épinglé Non, pour et les ben, modalités. regarde, c'est simple. Voilà, pour le concours, il faut nous suivre, AB et moi, et les infos elles seront données sur nos stories. Donc C'est ça, si vous suivez, vous aurez les infos. Et il y aura deux c'est ça. places à gagner cette semaine. On fera gagner les places mercredi soir pour l'événement qui se déroulera le samedi au gymnase Carpentier à Paris pour le 100% fight. Et la semaine d'après, AB Trop fera bien. gagner les places pour le RS. Et moi, C'est j'ai bon? pas eu de job négociation. Ça s'est passé. C'est passé comme du beurre. Donc, Ah ouais, c'est passé comme déjà. ouais. La chance. Donc, avant toute chose, on n'oublie pas quand même la bonne habitude. On clique sur la cloche, on s'abonne sur Spotify, sur YouTube et ça arrive sur les autres plateformes de podcast. Et en deuxième partie d'émission, comme on vous l'avait teasé, on recevra Benoît Saint-Denis. On reviendra sur l'UFC 275, sur sa performance, sur des petites polémiques pour clôturer une dernière fois. Et avant ça, Mika, on va parler de. Et on conclura aussi sur le 100% fight. C'est ça, J'insiste, 100% fight 46, le classico, Paris vs Marseille. le Grosse 18 carte. juin. C'est Grosse ça, le carte, des beaux 18 combats, juin. notamment Et Ramzan ne présentera pas. donc, on Il mettra le lien présente en plus. description pour prendre des places du 100% fight, s'il en reste encore d'ailleurs. Alors, pour cette première partie, on va parler du banger, on peut dire franco-français, entre Amin Ayoub et Damien Lapillus. Rappelez-vous, en fait, on en avait parlé dans les anciens podcasts. Amin Ayoub avait call out Damien Lapillus. Voilà, il s'avérait que comme Amin Ayoub est sur une défaite lorsqu'il a perdu au Brave, voilà, en gros, la politique disait qu'il ne pouvait pas signer à Arès directement. À un moment donné, Damien avait été annoncé pour la ceinture. Finalement, ça ne s'est pas fait, comme William Gomis a rejoint les rangs du MMA Factory. Donc voilà, Amin Ayoub devait affronter Krzyzewski, l'ancien adversaire de Damien. Et Damien devait affronter Ilyes Giroun. Voilà, Ilyes Giroun s'est blessé. Krzyzewski a été contrôlé positif, donc en fait, il était positif au dopage de son combat contre Combat Damien. Donc voilà, comme les deux, Damien et Amine, ont perdu leur adversaire, bah, finalement, c'est logique. Et logiquement, c'est les deux qui s'affrontent. C'est un combat que Amin Ayoub voulait, donc voilà, il l'a eu. Et voilà, je pense que c'est un combat pas mal entendu. Hein. Moi, personnellement, Bah, c'est un combat que j'attends beaucoup. J'attends ton avis là-dessus, Mika. bah écoute, moi, ce combat, pourtant, les deux combats me hypaient. Pour être honnête, Ouais, Giroud, là, c'était une opposition qui m'intéressait parce que c'était vraiment pour moi un style de kicker. Les deux allaient se kicker, les deux étaient gauchers, donc ça allait être une opposition de gaucher-gaucher. Ça allait être intéressant du point de vue pied-point. Là, pour moi, on a une nouvelle opposition qui arrive et qui, pour moi, est encore plus passionnante parce que c'est ce que ouais. j'aime dans le MMA, c'est qu'on a deux styles différents. Ça veut dire que là, on va voir qui va réussir à mettre son game en place. C'est pas une question de niveau parce que les trois combattants sont archi forts. Jiroun, Ayoub, Lapidus, les trois sont bons. Donc c'est vraiment pas une question de niveau, c'est une question d'opposition de style. Là, déjà, on repart sur un truc traditionnel. Enfin, traditionnel. On a un gaucher face à un droitier. On a Ouais. quelqu'un qui sait tout faire en MMA, mais qui est quand même plus à l'aise en boxe, c'est Damien Lapillus. Et on a un gars qui est plus un diesel, Amin Ayoub, mais qui frappe dur en anglaise et qui a un sol qui est vraiment pas mauvais et qui est ultra agressif, même quand il est sur le Ouais. dos. Et on le voit Euh, progresser sur chaque sortie au niveau et du sol.
Et là où parfois Damien, lui, baisse de régime dans le second ou troisième round, ça va être l'effet inverse là avec Amin Ayoub, Amin Ayoub, lui, monte en général en puissance dans les combats. Donc si c'est un combat pour la ceinture, je me souviens pas, au RS, c'est en 5 rounds. Non, 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 c'est en 3 x 5. Ok, donc 3 x 5, ça reste un format que Damien maîtrise bien. En synchrone, ça aurait été un combat idéal pour Amin Ayoub. En tout cas, ça va être un combat de ouf. Encore une fois, là, on a l'élite de ce qui se passe en MMA. C'est ça. Ça va vraiment être un combat à 70 kilos. C'est pour moi en MMA ce qui se fait de mieux derrière. On a Benoît Saint-Denis à l'UFC, on a Mehdi Takaev aussi qui est très bien placé, Ouais. qui peut pas à l'étranger. On a quelques Français à 70 qui sont bons. On a David Gallon qui performe de ouf en ce moment au Bellator. Mais derrière, voilà, on a Amin Ayoub, Jiroun, Lapillus. On a vraiment des combattants. Bon, après, il y a aussi Barnaoui qui est très fort, qui va revenir là au Bellator. Mais ce que je C'est veux dire, ça. c'est qu'on a vraiment le haut du panier en France. Et donc, combat de ouf. Franchement, j'attends ce combat avec impatience. Et Et voilà. il y a un petit peu d'animosité parce que je pense que Damien n'avait pas vraiment apprécié le call-out que Amin Ayoub avait fait lorsqu'il voulait l'affronter. Donc je pense que ça va être un combat assez intense. Et Ouais, après, je quand pense même, que ouais, de manière générale, je pense que le call-out, personne n'apprécie se faire call-out. De toute manière, personne n'apprécie se faire call-out, mais qu'aujourd'hui, il faut bien comprendre qu'en France, c'est une bonne chose qu'il y ait cette utilisation des réseaux par les combattants, parce que c'est ce qui crée l'histoire et c'est ce qui intéresse le public. Et aujourd'hui, le ARS ou le 100% Fight, je le vois là avec les petits teasers qu'ils mettent, etc., arrive à vendre les combats au lieu de vendre le combat le jour J, ils arrivent à vendre l'attente du combat. C'est-à-dire qu'on est carrément c'est plus ça. intéressé pour aller voir la petite punchline que pour aller voir le combat. Et ça, c'est archi intéressant parce que c'est comme ça que on va réussir à vendre des combats, qu'on va C'est réussir ça. à avoir une attente de l'événement. Et donc, je comprends en tout cas que Damien n'ait pas apprécié le call-out, mais en réalité, en tant que spectateur et en tant que même commentateur, c'est ça qu'on veut. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est ça. Non, moi, honnêtement, j'avais apprécié le call-out en tant que spectateur parce que, voilà, comme tu as dit, ça vend le combat. Et nous, voilà, en tant que spectateur, on attend de voir quand même la réponse de telle ou telle personne. Et voilà, ça avait un petit peu échangé dans les commentaires sur les publications de l'ARES. Et voilà, après, stratégiquement parlant, c'est quand même compliqué de se préparer sur un droitier et de 2 semaines avant de prendre un gaucher. Donc, Amine, sur ça, il est courageux. Enfin, j'abuse un petit peu, parce qu'on sait que voilà, boxer un gaucher et un droitier, c'est pas la même chose. En tout cas, Ouais, voilà. ça, c'est clairement ça. Après, il y a vraiment pour le coup, c'est de la même manière que là, tu vois, pour le coup, je vais aller dans le sens de Damien. C'est pareil, lui, il devait affronter un gaucher, il se met à affronter un droitier. Il devait affronter un mec qui avait une guillotine très, très dure, mais qui va rarement chercher la lutte. Là, on a Amin Ayoub qui peut aller chercher la lutte. Par contre, c'est vrai que pour Amin Ayoub, là, lui qui a l'habitude des formats en synchrone au Brave, il va devoir vite mettre de côté son côté diesel pour rentrer dans le combat très vite, très durement, parce qu'on sait que Damien, lui, il a des premiers rounds de dingue. En tout cas, ça va être un beau combat. Je suis pas sûr que l'un ou l'autre ait pris plus de risques. Je pense qu'aujourd'hui, le combat, il est pour l'un et l'autre bien tombé. C'est le moment de briller pour les deux. On sait que C'est au mois ça. de il y a l'UFC, même s'ils sont pas dans les petits papiers parce que voilà, ils sont pas sur des séries de 5 victoires, mais on sait jamais. On sait jamais, C'est ça. ça permet de les relancer. Comme je disais, les 70 qui sont mieux classés qu'eux sont actuellement sous contrat avec d'autres organisations. Donc Ouais. ça leur laisse la place d'eux. Donc non, c'est un combat qu'on attend avec impatience. Et voilà, les deux, je les apprécie. Bien Là, sûr. mon partenaire d'entraînement, j'ai même affronté Damien Lapillus dans mes tout débuts. Bon, ça remonte Ouais. à longtemps, à plus de 10 ans. Mais voilà, ça va être un combat de ouf. Non, c'est ça, c'est ça. Ouais, je m'exprimerai pas aussi sur le pronostic parce que voilà, les deux sont mes amis. Il y en a un qui est actuellement mon partenaire d'entraînement. Donc, voilà, je serai là en tant que spectateur, mais ça risque d'être un beau combat. Et justement, en parlant de call-out, de trash talk, on a eu Rizlen Zoua qui devait affronter Yoni. Et malheureusement, Yoni a été blessé, donc on lui souhaite un bon rétablissement. Et le call-out est tombé sur notre ancienne partenaire d'entraînement, Laetitia Blo, qui n'a pas apprécié, on va dire, ce call-out, j'ai l'impression, même trop pris à cœur. Je ne sais pas si tu as pu suivre ses réponses lors de ses stories. Non, tu n'as pas vu?
Après un call-out, c'est ce que je dis. Moi-même, si je me fais call-out, ça va me casser la tête. J'aime pas. Enfin, personne. D'ailleurs, moi, Tu te réveilles, tu vois, votre nom était mentionné dans telle story, ça va être ouais, horrible. se faire call-out, c'est jamais agréable. Ça veut dire quand même qu'on te défie. C'est jamais facile de s'extirper d'un call-out parce que quand on t'appelle à combattre, même si tu as une bonne raison pour pas combattre, bah, ça veut quand même dire quelque part tu émets un refus. Donc tu te mets en situation où même si tu as une super raison, c'est à un moment donné comme si tu avais peur d'eux, alors que l'orgueil veut que tu acceptes quoi qu'il arrive. Et c'est pour ça que des fois, il faut pas tomber dans les pièges parce que des fois, on peut se faire piéger comme ça. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que je trouve que le MMA va dans le bon sens quand les call-outs sont faits comme ça. C'est-à-dire Dans le respect, ouais. que ce soit Amin qui l'ait fait ou que ce soit Rizlen qui l'ait fait, il y avait du respect. On sent, on sent forcément qu'il y a une petite, pas animosité, mais c'est une animosité, on va dire, qui est là pour montrer qui est le meilleur. On Ouais. ne demande pas aux combattants d'être amis de toute manière. On leur demande de faire les choses dans le respect. Malgré l'animosité, le call-out a été fait dans le respect. Et moi, j'apprécie ça. Et j'encourage vachement le MMA français à se développer autour de ça, tant que ça se fait respectueusement, parce que c'est grâce à ça que les combats vont être vendus. Exactement, c'est ça. Maintenant, pour en revenir à ce qui entoure ce combat, parce que c'est plus compliqué que ça, tu vois, on a Rizlen engagé au Ares, Laetitia Blo engagée à l'Hexagone, et là, on avait l'impression de rejouer un peu le truc Gomis à Lyon, c'est-à-dire de dire le combat Ares Hexagone, les problèmes de contrat, etc. Sincèrement, je voyais mal comment après toutes les Polémique qu'il y a eu discussions, avec. voilà, toutes les polémiques qu'il y a eu autour de Gomis et Alioune, comment ce combat aurait pu être monté en 2 semaines, alors que je pense que l'Hexagone aurait demandé au moins un appel ou au moins un courrier de la même manière qu'il l'avait fait pour Gomis. Je ne sais Sincèrement, pas si je vois, ça allait se passer comme ça, je sais pas, mais mais en je voyais gros, pas dans le comment le podcast, combat aurait pu se faire. Mais oui, en oui, fait, je sais. c'est ça. En fait, c'est parti de là, hein. C'est parti de là parce que Lionel a été blessé et Rizzen SSC a tout pris un combat. Après, eux deux, ils ont une petite enfin, il y a un petit historique et elles se sont déjà affrontées pendant un tournoi lorsqu'elles faisaient du judo. Et aussi en fait, Duka, le manager de Laetitia, disait que Laetitia était, en gros, que l'Hexagone l'avait libérée pour pouvoir combattre ailleurs, puisqu'ils n'arrivaient pas à lui trouver d'adversaire. Et surtout qu'elle aussi, apparemment, elle était aussi prévue pour combattre au 100% fight. Donc après, voilà, moi j'ai eu des retours comme quoi les deux n'étaient pas dans la même catégorie, mais c'est aussi le fait que, en fait, Duka a dit qu'ils avaient proposé Laetitia sur 3 catégories, 66, 61 et 57, il me semble. Donc voilà pourquoi Rizzen, qui voulait absolument sauver son training camp, a cherché en fait à call out Laetitia. Donc finalement, ça Après, va pas se faire. Ouais. c'est un combat, effectivement, de toute manière, c'est un combat qu'on a envie de voir. Après, Bien effectivement, sûr. il faut remettre dans le contexte, on a Laetitia qui est prête, qui est tout le temps prête. C'est une fille qui a une hygiène de vie stricte, qui est une sportive acharnée, faut dire, Ouais. qui compte normalement à 56 kilos, mais qui perd du poids difficilement, faut le dire aussi. Et Ouais. on a Rizlen qui descend difficilement à 61 kilos aussi, mais qui a demandé à affronter Laetitia à 61 kilos. Parce que C'est dans le ça. podcast, effectivement, Ducat disait qu'il avait beaucoup de mal à trouver des combats à Laetitia dans les KT 56, 61. Donc là-dessus, Rizlen s'est dit, bah moi, mon combat est annulé, je veux bien faire le combat. Maintenant, Ouais. je te dis, c'est un combat. Laetitia a dit que ça se ferait au mois de septembre ou octobre, je sais plus. En fait, elle disait septembre, mais Rizzen lui a clairement dit que septembre, c'était Yoni, parce que Yoni, voilà, c'était plus intéressant, c'était un plus gros défi. L'histoire, je pense qu'elle va mieux se vendre, comme c'est des anciennes partenaires d'entraînement. Non, après, en fait, moi, hein. Je sais pas quoi, qu'est-ce qui se vend le mieux parce que après même d'un point de vue Enfin, je pense que c'est dans. Ouais. sur le tapologie, Laetitia est mieux placée que Rizlen. Hein. Euh, Tapologie, c'est pas Fight Matrix, Mika. On se réfère non, à Fight Matrix, j'ai nous. pas été voir. Ouais, j'ai pas été voir Fight Matrix. T'as raison. J'ai pas été voir, mais Ouais. sur tapologie, je sais qu'elle était mieux classée. Sur Fight Matrix, j'ai pas été voir, mais ça peut être plus intéressant en tout cas pour la carrière de Rizlen Ouais. d'affronter les Diablo. Et Ah, comme tu ouais. le disais, il y a aussi ce côté où il y a une histoire entre elles, c'est que les deux ont évolué au plus haut niveau En au judo. judo. Et elles se sont déjà affrontées. Alors, j'ai pas tout l'historique, mais il semblerait, sur les dires de Rizlen, que Rizlen ait plus de victoires à son compteur dans les affrontements. Et je crois qu'elle avait déjà même battu au judo, en fait, ce qu'il disait.
Et ouais, bah, en fait, justement, en parlant de call-out, moi, je disais qu'il fallait pas trop le prendre personnellement, même si parfois ça peut être déplacé. Mais moi, je trouve que voilà, Reason a été correcte. Elle a même loué les qualités de Laetitia. Et voilà, après, c'est un petit peu parti trop loin parce que ses managers, enfin, son coach et manager, j'ai oublié son prénom, il m'excusera. Là, voilà, il a tenu à répondre à Reason personnellement dans sa story. Et je trouve que c'était un petit peu trop pris à cœur parce que voilà, ça reste du sport, même si. C'est la proposition de pas mal de personnes, mais voilà, ça reste du sport et c'est ce qui fait vendre le sport, c'est ce qui Ouais. fait aussi connaître les athlètes parce que voilà, il y a eu pas mal de réactions là-dessus. Donc, non, moi je trouve que c'est bien d'avoir du call-out de temps en temps, tant que c'est fait dans le respect ou pas. Voilà, au final, ça reste du sport et on a très bien vu, même à l'UFC, il y a parfois eu des call-out durs, mais voilà, à la fin du combat, ça s'est bien vendu et tout le monde est content. Ouais, après, pour en revenir, je trouve que c'est normal l'intervention de son coach. Après, qu'il l'appelle Riri par Riri, tu vois. Il y a, non, mais c'est vrai, il y a un côté un peu, comment dirais-je, Protecteur. irréversible. Ouais, non, mais c'était un peu, tu vois, je te prends de haut, etc. Mais voilà, l'idée était de protéger Laetitia dans sa prise de parole, je pense. Après, quand tu fais des call-outs comme ça, de toute manière, à un moment donné, tu peux être sûr qu'il y a un retour de flamme positif, négatif, où il y a des gens qui. Je pense que Laetitia, elle subit pas la pression de la même manière que d'autres filles peut-être, ou tu vois, on est tous différents face à ça. Et elle, sa manière de réagir, c'était peut-être de se renfermer sur elle-même. Après, moi, je ne l'ai pas senti totalement fermée pour l'opposition, mais clairement, elle a botté en touche pour l'affronter sous 2 semaines. Clairement. Ouais, c'est ça, c'est ça. Après, il disait que. Après, voilà, pour répondre enfin, un peu à ce qu'elle disait, je trouve qu'un short notice, parfois, c'est pas forcément un combat piège. Hein. On avait beaucoup de short notice briller. Tu sais, je pense à Bisping qui pourra la sortir à Rockhold sur un short notice et qui devient champion des middleweight, par exemple, tu vois, pour ne citer que ce combat. Donc voilà, parfois, des short notice, ça peut être une belle opportunité. Euh, C'est clair. Après, je pense elle aspire à faire des grandes choses en MMA, Laetitia, et que on le sait quand même aussi, même si comment dirais-je, les short notice sont des bonnes choses, comme tu le dis, ça j'en suis entièrement d'accord. Faut faire attention parce que ça peut être aussi signe de gros retard dans sa carrière. Si tu perds, ça peut vite te ouais, mettre. bien sûr, ça met un coup Euh, de frein. Ouais. ouais, exactement. Ça met un coup de frein. Bon, je pense qu'on est prêt pour la deuxième partie avec Benoît Saint-Denis. Je le On est répète encore et encore, on s'abonne, on partage, on like pas si on n'aime pas, on commente. Et puis voilà, Mika, hein, je pense que c'est parti. let's go. On Allez, reprend Benoît le légionnaire. Benoît le légionnaire. allez, let's go. Ouais, allez, go. Comme on vous l'avait teasé, Benoît Saint-Denis est bien parmi nous pour la deuxième partie de l'émission. Comment il va, BSD? Salut à tous, bah super. Je suis bien rentré des States. J'ai repris l'entraînement tranquillement vendredi. Et voilà, hein, on enlève les points demain et on repart au charbon parce qu'il y aura des actualités très prochainement. Ah ouais, on voit ça. Justement, Hein. attends, parce que là, bah écoute, ouais, non, on va faire les choses dans l'ordre. Mais, mais l'actualité, elle est pas si claire. Moi, j'ai cru comprendre que tu voulais pas combattre à l'UFC Paris parce qu'il y avait un mariage, si j'ai bien compris. Ouais, Et Mais derrière, ça a teasé sur le fait que si, tu seras bien à l'UFC Paris. Donc, tu nous le diras après. Garde le secret pour l'instant. effectivement. impeccable. Ah, Benoît, on va revenir sur ta performance lors de l'UFC Vegas contre Niklas Stolz, ton premier combat chez les Ouais. lightweight. Comment tu t'es senti pour ce premier combat chez les lightweight? Bah écoute, physiquement, vraiment bien, vraiment très bien. Mika, tu peux Le, pas reculer un petit peu, s'il te plaît? Ouais, c'est tout bon, Excuse-moi, je- Parce que Benoît. le cutting, en fait, c'est pas un si gros cutting que ça. Il y a quand même du poids qui est perdu, mais ça fait qu'en fait, j'étais vraiment, en fait, j'étais au même poids que contre Élisée et dans le même état de forme.
Donc, Pour que pour que les gens sachent, tu peux nous dire à combien le poids? Parce qu'à chaque fois, les gens ils sont impressionnés, mais il faut que, si tu peux nous dire le poids, comme ça les gens se rendent compte de ce qu'on appelle un cutting et ce que c'est que la réalité du haut niveau. Parce qu'en général, ils n'ont pas conscience de ce que nécessite le haut niveau. bah, écoute, moi, en fin de camp d'entraînement, je suis autour de 80 kilos. Et la semaine, la Fight Week, donc je suis arrivé là-bas, je pesais 79,9 en arrivant, en atterrissant avec l'avion. Et au cours de la semaine, je suis descendu du coup à 70,5 et je suis rentré dans la cage à 79,5, je pense. Je serais rentré, je pense, à 80 kg 3 comme contre Élisée si jamais on avait combattu le soir. Mais comme on a combattu le matin, on n'a eu que 24 heures pour récupérer. Parce qu'on s'est pesé le matin, combattu 6 le heures, matin. exactement. Moi, pour donner une idée, je sais que, alors tu vois, moi c'est bizarre parce que moi je pesais 82 kilos à 2 semaines pile poil, Ouais. 79 à 7 jours pile poil, 77 quand j'arrive à la Fight Week, mais le jour du combat j'étais à 81, 82. Bon Ouais. après, Ça moi ne je pense m'étonne que pas. plus tu On vas va faire être un de sacré cutting, rebond. et ouais, plus tu vas faire de cutting, je pense, et plus tu vas, comment dirais-je, ça sera pas difficile, mais tu vas faire des rebonds de plus en plus durs. Enfin, Mais je après, pense. ça va parce qu'au Brave, il faisait Super Lightweight à 74, non? Ou 73? Ouais, c'était 74,5, quoi. Donc c'était assez facile quand même encore. Ouais. C'est-à-dire que je mettais la combinaison, je faisais 40 minutes de patte d'ours et j'étais au poids, quoi, le Ouais, lendemain. moi, j'ai vu sur la photo où il y a la vraie pesée. Hein. Je parle pas de la photo médiatique. On Ouais. sent que t'es sec, quoi. On sent que t'es creusé. D'ailleurs, Ouais, ouais. Là, par contre, c'était en 2 fois. C'est-à-dire que j'ai fait sudation la veille et sudation de nouveau le lendemain. Donc, c'est ce que j'appelle un vrai cutting parce que pour moi, le grand max que tu puisses faire, c'est 3G. C'est-à-dire, tu vas mettre 3 fois le corps en marche pour perdre 2 kilos, quoi. Là, je l'ai fait 2 fois. En gros, j'ai perdu 4 kilos, quoi, les dernières 12 heures, quoi. ouais. 4 kilos, 4 kilos 5. Donc, du coup, bah, tu vois, 2 la veille, 500 grammes la nuit et 2 le lendemain matin. Donc, je pense que c'est bien. Je pense que c'est un cutting. C'est un cutting, mais c'est raisonnable. Ok, Ok. ok. Et alors, cette première victoire à l'UFC, raconte-nous. Est-ce que différent des autres? Comment t'as appréhendé le combat déjà? Enfin, vas-y, raconte-nous un peu ton ressenti. Non, ben, satisfait par la performance en général. Après, juste pas satisfait de la comment dire, de Du coup de genou. l'impatience que j'avais au début. Ouais, parce qu'en fait, j'étais ultra impatient parce que j'avais beaucoup de poids sur les épaules. En fait, quand tu es fighter à l'UFC en France, je m'en Ouais. suis aperçu là. En fait, le premier combat, je l'ai absolument pas ressenti, ce qui m'a permis d'être le premier combat. Alors, j'avais pas l'expérience que j'ai aujourd'hui, mais le premier combat, je l'avais pas ressenti parce que ça allait tellement vite. C'était un short notice sur 3 semaines. Donc ça Ouais. allait tellement vite pour Élisée qu'en fait, j'ai pas eu le temps d'avoir toute cette pression médiatique que tu as quand tu es combattant français à l'UFC. Et là, je me suis un peu laissé manger le cerveau par cette pression. Donc j'étais un peu plus tendu que d'habitude. J'étais un peu tendu comme dans mes 2, 3 premiers fights, quoi. J'avais vraiment rapidement envie de lui mettre les mains dessus. Après, au deuxième round, impeccable. Enfin, en fait, après le premier échange, en lutte, je me suis détendu et là, j'ai vraiment rentré fort mes combinaisons avant de rentrer en lutte. Et du coup, ça se passait beaucoup mieux, quoi. Mais ouais, les 2 premières minutes, j'étais un peu tendu. Et après, par contre, ouais, j'ai déroulé, j'ai fait ma partition. Là, une fois que j'avais les mains dessus, j'ai senti en termes de puissance dans cette caté-là, je suis vraiment, je suis vraiment à l'aise, quoi. Donc j'ai hâte de passer à la suite et voilà, j'ai hâte d'y retourner, quoi. Bon, en tout cas, c'est une 9e victoire, 9e avant la fin. C'est devenu une habitude. Dès que tu gagnes, c'est avant la limite. Après, il y a des similitudes avec mon parcours, moi, que j'ai pu faire. En tout cas, c'est que déjà, on a tous les deux été pris en short notice à 77. Et derrière, on a tous les deux fait un combat à 70 pour la première fois de notre vie en carrière. Et je comprends ce que tu dis sur la pression. La pression que tu as de combattre à l'UFC et surtout de revenir d'une défaite. C'est pas facile de combattre à l'UFC tout en sachant que le premier combat était une défaite. Toi, ça a été un combat en plus un peu particulier. Donc, justement, parce que moi, je sais que le deuxième combat, le plus dur, la plus grosse pression, ça a été d'être sûr de faire le poids. C'était ma grosse inquiétude. Est-ce que je vais réussir à faire le poids? Et en fait, du coup, tout le stress du combat, je l'ai pas ressenti. Parce que tout a été focalisé sur le poids.
Et toi, c'est ce que tu dis, c'est un peu différent. Tu avais vraiment le poids de la performance, quoi. Tu pensais vraiment à la performance à tous les moments. Et Non, moi, mais là, c'était plus non, sa non, vas-y. performance. Vas-y, avoue, je t'en prie. Non, non, j'allais dire que en fait, la seule différence entre vous deux, c'est que bah, Benoît, toi, tu as réussi à finaliser ton combat. T'es un gamin. Moi, j'ai gagné quand même, mais c'est vrai que j'ai pas fait. T'es un gamin. C'est trop facile, j'ai pas entendu la Mais faire. j'ai pas. Vous captez bien, vous? Parce que moi, des Ouais, fois, on capte j'ai un super bien, petit, ouais. un Non, petit mais toi, décalage. Ok. en fait, ce que je disais, Benoît, mais je sais pas si tu as entendu, parce que j'ai vu que ça avait bugué ton image. Je disais qu'on avait eu le même parcours à l'UFC. Tous les deux, on a signé sur un short notice à 77 kilos. Et ensuite, tous les deux, on a eu notre deuxième combat, on l'a fait à 70. Et lui, par bas, il dit que moi, j'ai gagné à décision et toi, tu as gagné par finalisation. En gros, que moi, j'ai pas été con, tu vois. Ouais, après, Ouais. tu sais, après, c'est le style. On a un style, tous les deux, on a un style différent. Et Ouais. d'ailleurs, ça me fait penser à un truc à vous, quand tu parlais de. Quand Mickaël devait affronter Kevin, Ouais. pour prouver que j'ai donné aucune indication Ah, au camp adverse, c'est que la première chose que j'aurais dit à Kevin, vraiment de mettre en place et de savoir-faire contre Mickaël, parce que c'est une arme qu'il utilise très bien en sparring, c'est les blocages durs sur les calf kicks. Parce que Mickaël, il a des super calf kicks et c'est un beau tacticien qui a bien, d'ailleurs, il a récité sa partition, il a endormi un peu Kevin. Et ces calf kicks, ils ont grave fait la différence. Et moi, si j'avais dû donner un conseil à Kevin Fight, c'est bosse comme un bâtard les blocages durs sur les calf kicks. Et déjà, ça aurait été un peu relou, quoi, parce que les blocages durs sur les calf kicks, ça fait très mal. Et après, si tu peux plus envoyer le leg kick, les leg kicks, c'est un bon truc pour endormir l'adversaire. Et mais tu surtout, sais qu'en parlant de pas calf se kick, laisser Mika. endormir. Ne pas se laisser endormir par les vieux roublards. Mais je Oui, vous c'est jure ça. qu'en parlant de calf kick, les gens ils l'ont découvert lors du combat de Poirier face à Conor, mais le premier mec que j'ai à qui c'était toi, Mika. Non, non, Ouais, il y a eu une c'est face à Dakaef. face à Dakaev et lorsqu'on tournait à Obi Fight, et c'était la première fois que je voyais que c'est là où j'ai connu en fait les calf kicks. Et on va dire ça a été assez récent quand même que les gens ils ont découvert les calf kicks où c'est devenu à la mode lors du Bah, combat de Poirier face à moi, la Conor. première fois que j'ai vu ça, c'est Nathan Wood au Cage Warrior qui faisait ça. Le prospect Ok. qui devait affronter Duquesnoy avant que Duquesnoy se sauve. Mais c'est lui qui mettait les calf kicks. Donc pour revenir à toi, Benoît, donc ouais, pour revenir à ta performance, parce que c'est quand même ce qui nous intéresse. Et donc, du coup, est-ce que ça a été maintenant, parce que c'est la suite qui nous intéresse, là, tu as fait une performance pour moi. En plus, franchement, c'était une récitation, c'était scolaire, tu l'as maîtrisé. Effectivement, au premier round, il y avait aussi le fait qu'il soit très grand, qu'il ait des longs segments. Il y avait l'appréhension, tu as voulu en finir vite, t'as failli te faire contrer. Et c'est là qu'on voit que le haut niveau, ça pardonne pas quand même. Ouais. Et qu'il n'y a pas de combattants qui sont faciles à battre. Ça reste toujours dur un combat à l'UFC. Et surtout, c'est toujours plein de surprises un combat. Et du coup, comment tu abordes la suite là pour toi à l'UFC? Comment tu vois la suite pour toi? La suite, ça sera soit l'UFC Londres, soit l'UFC Paris. Et après, en fonction de. Moi, en fait, j'ai envie de monter la division le plus rapidement possible. On m'a donné un top 15 en welterweight dès mon premier fight. Donc, moi, ce que je veux, c'est un top 15, mais en lightweight, quoi. Un mec comme Dan Hooker, comme Ferguson, j'ai le droit, je me permets de rêver. Après, je prendrai ce qu'on me donnera, hein, parce que j'ai aucune légitimité pour donner des noms. Mais si, mon manager va essayer de faire son travail de son côté pour insister sur le fait qu'en tout cas, je me sens prêt et que s'ils ont envie d'avoir un Français lors d'une main card pour une place, pour bagarrer pour une place dans le top 15, en tout cas, je serai là, quoi, je serai présent. En tout cas, Ferguson, Benoît Saint-Denis à l'UFC Paris, nous, on signe direct. Bien sûr. Et tu pousser ton mariage, Benoît, c'est rien un mariage. Bah oui, bah oui. Mais Du d'ailleurs, coup, c'est vrai, hein. ouais, Mais c'est vrai parce que un mariage, lorsque tu as dit que tu préférais aller à l'UFC London, moi j'étais un petit peu déçu. On a un UFC Paris, ce serait quand même beau de te voir sur cette carte-là. Parce qu'on sait que ça va être bien compliqué sûr. quand même de faire les deux. Moi aussi, non, c'est possible de faire les deux. C'est juste que pour le coup, voilà, c'est des concessions. Après, je pense qu'il y a des gens Ouais. qui vivent des choses pires dans la vie quand même. Il y a Non, des choses mais pires dans la vie que de se marier et de se taper à l'UFC Paris à domicile
la semaine d'après. Je pense que. Ah, mais après, faut pas minimiser quand même. Faut pas minimiser quand même parce Bien que sûr, un, bien un sûr. combat, c'est déjà beaucoup, beaucoup de concessions. Et c'est vrai que comme tu le dis là, effectivement, bah, il y a des gens qui vivent pire, ça c'est sûr, mais faut pas regarder ça. Moi, je pense, à un moment donné, moi, je sais que un combat, c'est toujours des sacrifices, ne serait-ce que de pas pouvoir aller manger au restaurant avec ses potes, ne serait-ce que de passer du temps à l'entraînement au lieu de le passer à la famille, ne serait-ce que pas de passer les fêtes de fin d'année parce qu'on est au régime, etc. Je sais que c'est dur une préparation. Et c'est pour ça qu'après un mariage, c'est important quand même. Ça se prépare. C'est pas juste le jour J. Le mariage, c'est l'avant, c'est l'après. Enfin, il y a beaucoup de choses à gérer. Et même psychologiquement, pour un combat à l'UFC Paris, il y a quand même, je pense, il faut être à 100%. Et c'est vrai que je sais pas si avec un mariage une semaine avant, on peut se le permettre, quoi. Vraiment, j'ai. Ouais, c'est pour ça qu'on négocie tout ça en fait. Donc mon manager fait son travail. C'est pour ça que je voulais Londres en fait, parce Bah, ton qu'effectivement. manager, tu peux le citer. Bien C'est sûr. Guillaume Pelletier. Oui, 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 Guillaume Pelletier. C'est pour ça que j'ai demandé à Guillaume, Guillaume qui est mon manager et maintenant un ami, hein, qui est invité au mariage et qui lui aussi trouve ça compliqué. Mais en fait, le mariage, c'est vrai que c'est pas un enterrement de vie de garçon. Donc, si j'arrive à me décharger mentalement, tu sais que j'ai pas une logistique de ouf à gérer et qu'il y a des gens qui sont autour de moi qui gèrent bien le. J'ai la chance d'avoir 4 frères, donc 4 petits frères. Donc, je pense que je vais Ouais. vachement. Si c'est l'UFC Paris, je vais me décharger la logistique. Ça va être eux qui vont gérer, quoi. Donc, pour pouvoir faire le mariage, en fait, moi, je serai avec mes plats Iron Mill là, pendant que les autres ils mangeront le gâteau et le champagne et le bazar et voilà. Mais Et dans le cas d'un UFC à Londres, un Paddy ouais. Pimblett Benoît Saint-Denis, ça peut être bien ça. Ça serait phénoménal, mais je pense que tout le monde a compris maintenant que Pimblet, pour l'instant, il recherche pas trop la difficulté, hein. Bah, Je pense que c'est un mec qui, a- qui aura peut-être jamais le niveau pour le top 15, en tout cas avec la mentalité qu'il a actuellement, c'est-à-dire de s'entraîner dur que pendant les camps d'entraînement, parce que c'est une caté qui est tellement blindée, les 70, que si tu ne dédies pas ta vie, c'est-à-dire si tu ne dédies pas au moins 70% de l'année à de l'entraînement, je pense que si tu t'entraînes que Mais 30% de l'année, c'est pas possible. je Donc, pense que Pimblett, il dédie sa vie hein, au sport. Hein. Moi, je le pense. Après, c'est vrai qu'il a une hygiène de vie qui est dégueu. ouais, ça en Je fait pense, partie. C'est ça, quand je dis dédié, ouais, voilà. c'est-à-dire Je pense professionnellement, qu'il quoi. fait. Et c'est ça, je pense qu'il n'a pas encore l'hygiène de vie du haut niveau et que c'est vrai que ses rebonds en attestent. Hein, c'est un ouf. Même moi, je suis un petit joueur à côté de lui et pourtant j'ai une hygiène de vie épouvantable à l'époque. Maintenant, ça va un peu mieux. Mais c'est vrai que moi, je mangeais des gaufres le matin, des canettes de Red Bull à longueur de journée. C'était violent. Mais lui, c'est encore pire. Lui, c'est Ouais, vraiment un lui, dingue. non, lui, je pense que c'est surtout l'alcool, quoi. À l'anglaise, tu vois. C'est-à-dire que je mais, pense Ouais. que sa mais maison, Benoît, après un UFC, c'est le bar, tu vois. Donc, justement, quand tu vois un mec comme Paddy Pimblett qui prend son temps et qui construit sa carrière, pourquoi ne pas faire de même? On sait que tu es jeune, que voilà, il n'y a pas énormément de combattants français signés à l'UFC, donc pourquoi ne pas prendre son temps au lieu de directement aller vouloir taper un top 15, sachant que là, tu es dans la catégorie, comme on dit, la catégorie de la mort chez parce les qu'en lightweights. en fait, ça, c'est simple. J'ai répondu de la même manière à Daniel et à Guillaume. C'est que, en fait, moi, si je dois me comparer à quelqu'un, je ne vais pas me comparer à Pimblet, je vais me comparer à un mec comme Kamzat. C'est-à-dire que moi, j'ai la dalle. Moi, je veux faire ma place parmi le top du top. Et je considère, de par mes sparring, de par mes performances en sparring, de par le feeling que j'ai en combat et la dalle que j'ai, en fait, je considère avoir les moyens de me taper avec du top 15 sans pour autant remettre ma place en jeu. Parce que je pense que j'aurai les moyens de faire des performances qui me permettront en tout cas voilà, de rester là. Et après, oui, je peux comprendre. En fait, la chose la plus intelligente à faire, c'est comme le fait Paddy, mais aussi ce sport, je le fais par passion. Que Bien sûr. l'oseille dans le MMA, en fait, faut se rendre compte que même en étant à l'UFC, maintenant j'en vis, mais c'est pas non plus la folie. Et moi, je le fais par passion et moi, je veux me taper avec les meilleurs, quoi. Donc, ouais, donc j'ai Et hâte. J'ai hâte.
Et quand tu vois justement que les Tsarukian qui sont là depuis un moment quand même à l'UFC, je crois qu'ils ont déjà fait 5-6 combats, Ouais. il est top 11. Fiziev aussi, ça fait un petit moment, il est sur une longue série de victoires. Il est 10e. Gamrot qui est 12e, bon lui qui vient d'arriver pour le coup, mais qui était très connu puisqu'il a eu la ceinture du KSW. Brad Riegel, Diego Ferreira, quand tu vois ces blazes-là, tu te dis encore, ouais, c'est pas grave, tu t'en fous, tu veux mettre les coups de 3e, coups de 4e et ne pas forcément prendre ton temps. Quand tu vois par exemple ce qui est arrivé à Nasrat, Nasrat est très talentueux et qui a échoué au port du top 15. Kevin Lee par exemple qui a rentré un peu vite dans le top 15, qui en est ressorti. Ça te fait pas peur de dire ouais tu vas aller trop vite parce que comme le DIB pour moi c'est l'une des KT si c'est pas la KT la plus difficile actuellement et en plus de ça c'est une KT à l'UFC qui s'est vachement renouvelée. Quand tu vois Fiziev, Tsarukian, Gamrot, Makachev, voilà, on sait qu'il y en a pour 10 ans avec eux, quoi. Même tout simplement, comme avec ce qu'ils ont fait avec Fares. Malgré qu'il a eu 2-2, qu'il a pris un short notice, ils l'ont cuté, quoi. En fait, il y a une chose aussi qui est importante à voir, c'est moi si je suis rentré aussi rapidement à l'UFC, c'est parce que dans le classement Fight Matrix et dans les différents classements mondiaux, j'ai toujours tapé des mecs solides et j'ai fait que monter. Là, je vois aujourd'hui, il y a des combattants, des fois, ils sont à 7-8-0, ils sont encore 300e mondial parce qu'ils ont tapé que des quiches. Donc, et ces mecs-là, en fait, tous les mecs que tu as cités, j'ai déjà vu des faiblesses. Et j'en ai aussi, hein. Mais en fait, mon mental me dit que si c'est la guerre et il y en a un des deux qui doit réussir à exploiter la faiblesse de l'autre, et ben en fait, je vais tout faire. En tout cas, je vais donner mon corps et mon cœur pour aller la chercher. Et tous les mecs que tu as cités, et un mec comme Makachev, c'est pas demain la veille, parce qu'il faut déjà taper beaucoup de mecs avant d'avoir accès à un mec comme ça. Mais les mecs que tu as cités, alors par exemple, Tsarukian, Gamrot, ils vont s'affronter. Donc par exemple, Tsarukian, il n'a pas eu un chemin facile. Hein. Premier combat à Makachev, deuxième combat, je ne sais plus qui c'est qu'il a pris, mais voilà, il n'a pas eu un chemin facile. Pourtant, il est là, il est dans le top 15 et tout le monde le reconnaît comme un des meilleurs de la KT. Mais tous, je pense que je ne vais pas en parler, mais j'espère un jour pouvoir être dans la cage face à un de ces messieurs et d'en sortir victorieux et de pouvoir expliquer ce que j'ai vu et de pouvoir exploiter ce que je vois quand je les regarde combattre et ce que je vois qui, à mes yeux, ne va pas. Et là où je pense que je peux tirer ma carte, quoi. Okay. Et là, il y a un nom qui est ressorti ou pas? Là, dans les noms, moi, qui me font un peu rêver pour Paris, parce que c'est des mecs qui sont bien classés, mais qui sont sur des défaites. Donc, peut-être qu'un mec qui sort d'une victoire par finish étant donné que c'est Paris, peut-être que je peux rêver. Parce que comme c'est à Paris, peut-être qu'ils vont mettre. Tu sais, comme lui, voilà, c'est ce qui pourrait me permettre peut-être d'avoir un nom intéressant. Il y a Dan Hooker ou Cerrone. Un Cerrone, ça peut le faire. Un Joe Lauzon. Mais Cerrone, même comme un il va combattre là. Cerrone, je le vois gagner contre Lauzon et donc et je le pourquoi vois. Pas l'un des deux. Tu vois, ça serait moi l'un des deux parce que Joe Lauzon aussi, hein, c'est un gros nom à l'UFC. Oui, bien sûr. Mais tu sais que moi, mon plan à la base, c'était je voulais rester aux États-Unis et j'avais demandé à Guillaume, c'était de pouvoir rester aux États-Unis et si un des deux se blesse, pouvoir être là en remplacement. Ça n'a pas été accepté, mais c'était un truc que je voulais faire parce que je me sentais bien en fait. Et malheureusement, la coupure, le seul coup, quasiment un des 3 coups que j'ai pris du combat, en fait, ça m'a mis 30 jours off là, la coupure. Tu sais, la commission, elle te met des jours en fonction de tes blessures. Et donc, du coup, c'est de ma faute. Hein. Mais j'ai pas pu rester sur place. Et en fait, les noms, comme tu disais, Boulox, moi, les deux noms là que j'ai en tête, mais ça reste un rêve. Hein, c'est Hooker et Ferguson. Ok. Benoît, tu parlais du classement Fight Matrix, comme ça on va en profiter et on va clôturer ce débat. On a eu Fernand Lopez qui s'est longuement exprimé sur ton combat, sur ton adversaire, et qui ensuite a pris la parole aussi, qui a pu s'exprimer sur Daniel Voirin. Comme on l'avait dit, après ton passage, on clôturera définitivement cet épisode, mais il est évident qu'on te donne le droit de réponse, parce que ça ressemblait plus à une tribune qu'à une interview. Donc si tu as envie de dire des choses par rapport à ça, c'est le moment, et nous après on clôture ce dossier définitivement. Ok.
En fait, moi je trouve ça dommage, mais Lopez, c'est un grand monsieur du MMA français, je le pense vraiment. Je pense juste qu'il ne faut pas qu'il se compare en permanence avec tout le reste du milieu du MMA en France. Et c'est ça qui fait que je pense qu'il s'est attisé quand même pas mal de concurrence, entre guillemets. Certaines concurrences est saine, et des fois aussi de la concurrence malsaine, dans le sens où certaines personnes le détestent dans le milieu, parce qu'il a énormément de casquettes. C'est-à-dire que rien qu'avoir ses diplômes, il joue beaucoup, beaucoup de casquettes. C'est un grand monsieur du MMA français parce qu'il a créé une écurie qui performe. Enfin, il a créé ou co-créé, je ne connais pas bien l'histoire du CrossFight qui est devenu après le MMA Factory, mais son écurie performe et il y a beaucoup de combattants dedans performants. Notamment, il y a Ngannou qui est sorti. Actuellement, il y a Cyril Gane et Nassourdine qui sont très performants. Après, voilà, Lopez, pour moi, il peut pas, par exemple, légitimement se comparer, par exemple, à un monsieur comme Daniel Ouarin, qui est mon coach, parce qu'en fait, mon coach, c'est un coach de cœur de métier. C'est-à-dire que Daniel Ouarin, c'est une des rares personnes au monde qui a vécu pendant 20 ans, qui a gagné sa vie uniquement en étant coach, striking coach ou head coach dans les salles. C'est-à-dire que ce n'est pas les mêmes casquettes que Lopez. Lopez, c'est quelqu'un qui est vachement business, qui marche bien, mais il a plusieurs casquettes. Il a une équipe de management, il a une écurie qui s'appelle le MMA Factory, une salle. Et ce que je regrette, c'est l'attaque qu'il a fait sur Daniel en disant oui, Daniel ne ramène pas d'argent au Venom. Daniel, il n'a jamais prétendu amener de l'argent au Venom. Daniel, en fait, ce qu'il vend, c'est ses qualités de coach. C'est-à-dire que quand Franck Dupuis l'a recruté, il a juste dit moi, écoute, Franck, si tu me recrutes, ce que je veux faire, c'est ce que j'ai toujours fait, c'est coacher une équipe professionnelle. Il n'a jamais dit je vais te ramener des adhérents. C'est-à-dire que M. Daniel Ouarin n'a jamais prétendu avoir une salle ou créer une salle. D'ailleurs, ça ne l'intéresse pas du tout. Si tu vas demander à Daniel, est-ce que tu veux créer une salle, avoir une écurie, il va te dire, jamais de la vie. C'est une charge mentale, c'est un travail de ouf. Et c'est pour ça que je dis que Lopez, là-dessus, il est bon. C'est un super bon businessman. C'est que gérer une salle et une équipe de management, c'est un travail de ouf. D'ailleurs, c'est pour ça que Daniel, il fait le management qu'à bas niveau. Il laisse Guillaume s'occuper du reste, même s'il a un carnet d'adresses de folie. Hein. Daniel, il faut savoir que il a coaché Nogueira au Pride, il a coaché, je ne sais plus, il m'a envoyé des photos avec les noms, mais comment il s'appelle, Ricardo Arona, il a coaché, il a été head coach. Donc, alors voilà, on parlait des coachs, je ne sais plus si c'est vrai ou pas, je n'ai pas écouté toute la vidéo, mais Lopez disait que Daniel tenait que les pattes, c'est ça? Il était juste teneur de pattes d'ours. À un certain moment, sur certains athlètes, ouais. C'est ça, c'est ce qu'il dit. Enfin, en gros, il y a eu des attaques qui allaient dans ce sens-là, ou Voilà. des attaques ou des choses qui sont dites plutôt dans ce sens-là. Donc, en fait, si c'était juste un teneur de pattes d'ours, je ne pense pas que Dan Anderson lui aurait fait un visa de travail à 3 000 ou 4 000 $ et l'aurait recruté comme head coach. Donc, son statut, c'était head coach à la Team Quest. C'est-à-dire que là-bas, il coachait Tarek Safedine et Dan Anderson. Donc, premier coach à avoir KOté Fedor dans le coin de Endo. Il allait jusqu'à la ceinture avec Endo. Endo, malheureusement, se blesse une semaine avant le combat contre John Jones. Seul UFC de l'histoire annulé, UFC numéro 100. Ça a été le striking coach d'abord, puis head coach de Anderson Silva. C'est-à-dire qu'Anderson Silva, si vous regardez, d'ailleurs, c'est passé sur l'équipe 21, tous les combats d'Anderson Silva, on voit un combat où il saisit un leg kick. D'ailleurs, ça, c'était nouveau parce qu'en fait, Daniel, il est un peu plus âgé que Lopez, donc il vient d'une époque où il y avait encore, où les sports étaient encore vachement indépendants. C'est-à-dire qu'il y avait encore le Muay Thai qui était on ne mélangeait pas encore tout aussi bien qu'aujourd'hui. Et du coup, par exemple, un truc, une rumeur à l'époque qui n'existait pas, c'est on disait tu saisis jamais un leg kick. Pourquoi? Parce que dans les règles du Muay Thai, tu ne le faisais pas et tu risquais de te prendre un high kick et tout ça. Et maintenant, c'est un truc qui se fait dans le MMA au taquet. Et tout le monde avait critiqué Daniel dans l'équipe au Brésil à cette époque-là, les mecs du Muay Thai. Et Anderson Silva, il KO en light heavyweight. C'était le mec avec saisie du leg kick, il le KO. Premier coach qu'il va voir pour le féliciter, il le prend dans ses bras à l'issue. C'est Daniel. Et là, j'avais un petit passage du coup pour parler de ça. Hop. T'as préparé? Ouais, ça prépare Mika maintenant. Par contre, on voit pas bien. Écoute. Non mais Benoît. On voit pas bien. Non, Benoît.
Vous voyez ou pas? Non, mais Non, écoute, non, regarde, on te fait non, confiance. non, mais tu m'enverras, tu m'enverras le ouais, c'est passage un et je le épisode. mettrai à l'écran. Ouais. Vous connaissez tous le UFC Embedded. Et, Ouais. et ça, c'est un UFC All Access Brésil. Et on voit Anderson Silva qui est coaché par Daniel. Et Anderson Silva dit Daniel has elevated me to new heights. En gros, il m'a amené à un nouveau niveau. Et, donc, c'est pour dire que, en fait, Daniel, en tant que coach pur, après, je ne prétends pas qu'il sait faire autre chose. Daniel, en fait, sa passion, c'est de coacher. Mais il a réussi à faire un truc qui est rare, même mondialement, c'est assez rare. C'est-à-dire gagner ta vie juste en étant coach. C'est-à-dire que Daniel, il rentre dans une salle, il coach des pros, il prend son pourcentage sur certains fighters où la salle le paye bien et il se casse, il rentre chez lui. Et donc, Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Ouais. C'est quelqu'un qui a vécu toute sa vie de ça et c'est pas facile de faire et sa place à l'étranger. Lui, il a réussi à la faire dans les plus grosses écuries. Et il a quand même été au plus haut niveau à l'UFC, donc ça je l'entends. On va aussi féliciter le travail comme qu'il a fait au Venom Camp Training. Je pense à tes partenaires d'entraînement qui montent, notamment Jorik qui se fait une place dans le milieu du MMA qui est pas Chez mauvais. les light heavyweight. Et à l'époque aussi, il a coaché Ilyes jusqu'à la PFL. Il a fait 4 ou 5 victoires de suite avec Ilyes. Signature à la PFL pour Ilyes. Mais Et d'autres combattants aussi qu'il a amené. Il y a Mathieu Leto aussi qui s'entraîne avec vous. Mathieu Leto qui a un gros niveau, qui prend encore en maturité de combat, mais qui a un gros niveau. En fait, Daniel. Mathieu, il n'a pas un petit air de Prochaska? Un petit air. Un petit peu, ouais. Quand tu m'as dit ça, à un moment donné, c'est vrai que j'ai dit la ressemblance. En regardant le fight, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, regarde, Prochaska, c'est pareil, tu es ultra dangereux comme lui. Le problème, c'est que dès que tu as un peu de perte de lucidité ou un peu de fatigue, le problème du style de Prochaska, on l'a vu contre Teixeira, c'est le problème des mains basses. C'est que le seul moment où tu vas pas être lucide, où tu vas être fatigué, bah, tu fais l'ascenseur ou alors tu te fais soumettre parce que tu prends la foudre. Et ça, c'est un peu le problème qu'a Mathieu et on va le faire travailler. Mais non, justement, en fait, pour l'histoire du Venom Training Camp, est-ce que vous trouvez que ça vous a un petit peu handicapé de passer du Venom Training Camp où il y avait tout ce qu'il faut comme équipement au niveau de la structure à Fitness Park? Est-ce que tu penses que pour ta progression, en fait, c'est pour ça que j'ai pas trop compris aussi l'histoire. En fait, c'est pas Daniel, il n'en veut pas à Fernand. En fait, Daniel, ce qu'il en voulait, c'était la manière, dans le sens où Fernand, c'est vrai qu'il nous a même proposé, si vous voulez, vous pouvez continuer à vous entraîner c'est vrai ce qu'il a dit, vous pouvez continuer à vous entraîner au Venom Training Camp et tout. Sauf que Daniel, forcément, il était vexé parce que du jour au lendemain, on t'annonce que non, cette heure-là, tu peux plus t'entraîner, cette heure-là, tu peux plus t'entraîner. Et en fait, c'est la manière dont il l'a appris, c'est-à-dire qu'il l'a appris du jour au lendemain. Et comme par hasard, ça tombait au moment où je signe à l'UFC et en plein camp d'entraînement. Donc forcément, c'est pas qu'il a une dent contre Lopez, c'est que c'est la manière dont ça s'est joué, bah, ça l'a saoulé. Et après, en reparlant du truc, c'est vrai qu'il me semble, Daniel m'avait dit qu'il avait envoyé un message à Lopez au retour des États-Unis pour aller faire un stage, peut-être même, il y aurait peut-être pu avoir un truc entre à ce moment-là, mais le problème, c'est que effectivement, Lopez ne répondait pas. Et là, je pense qu'il a fait une erreur, Lopez, c'est-à-dire qu'il a peut-être considéré que Daniel, c'était un concurrent direct, un peu comme Hatch, qui est aussi multicasquette, comme peut l'être Lopez, c'est-à-dire qui a beaucoup de casquettes. Mais je pense qu'il n'a pas pris en compte que Daniel, c'est pas ça, ça n'a rien à voir avec ça. Daniel, sa passion, c'est de coacher au plus haut niveau et d'améliorer les mecs pour les amener à leur meilleur potentiel possible. Et il veut bien sûr gagner sa vie en faisant ça, mais à aucun moment donné, il va dire je vais devenir ton manager ou je veux créer une salle, je vais te piquer des mecs. Jamais de la vie. Tu vois, là, le truc avec Yoni, là, c'est Yoni, elle est venue d'elle-même aux sélections. Tu sais, c'était des sélections. Si tu étais au MMA Factory qui était bien, tu ne vas pas faire des sélections pour être dans une autre équipe. C'était des sélections qui avaient été ouvertes parce que Daniel voulait une équipe professionnelle. C'était un truc sur lequel il s'était mis d'accord avec Franck. C'est moi, je veux bien être coach au Venom Training Camp, mais je veux mon équipe professionnelle parce que c'est ma passion, c'est ce qui me fait vivre. Et donc, du coup, il s'était mis d'accord avec Franck Dupuis. Ils ont créé la team Venom Elite, dont j'ai pu faire partie et qui m'a permis de rencontrer Daniel et de commencer mon aventure professionnelle. Mais donc voilà, donc c'est dommage. Et aussi, la petite pique. Effectivement, Lopez ne lui a pas répondu après à ses messages. Et la petite pique, c'est qu'il y a eu un message de Sarfati
pour se faire une formation MMA niveau 1 ou MMA niveau 2 ou je sais plus, un truc comme ça par mail. Donc, ouais, bon, t'es un peu vexé, quoi, quand tu vois qu'on t'envoie un truc, genre, tu sais, à cette époque-là, il n'y avait pas de diplôme comme il y a aujourd'hui FMMAF. Il y avait un peu des diplômes indépendants. Et quand tu vois, genre, le diplôme coach de niveau 1 pour tenir des pattes, ouais, bon, bah, quand tu t'appelles Daniel Wara, forcément, ça te vexe un peu parce que c'est le truc où c'est, honnêtement, je pense que c'est le meilleur en France, tout simplement. Parce qu'il a dédié 20 ans de sa vie à faire que ça. Et après, j'ai envie de te dire, ouais, pour chaque combattant, chacun aura des affinités particulières. Enfin, bien moi, sûr. Ce que je comprends, c'est que toi, si tu restes avec Daniel, ça serait bête de rester avec quelqu'un qui, pour toi, n'est pas le meilleur. Et de la même manière, quelqu'un qui reste avec Fernand Lopez, c'est bête de rester avec lui s'il pense que c'est pas le meilleur. Ça me paraît logique. Bien sûr. Et pour moi, ça ne retire rien à Lopez. Juste le fait que Lopez, il ait autant de casquettes, il faut qu'il, s'il ne veut pas se faire d'ennemis, il ne faut pas qu'il essaye de dire je suis le meilleur partout. C'est-à-dire que ça peut être un très bon manager, un très bon head coach, un très bon partout, machin, etc. Mais je pense que tu ne peux jamais être aussi performant que quand tu te dédies uniquement à une tâche. Et donc, je pense que la difficulté qu'il peut avoir, c'est que lui, il gère énormément de choses à la fois parce que j'ai l'impression qu'il a besoin d'avoir la lumière sur lui et puis d'avoir aussi d'avoir beaucoup de champs d'action, tu vois. Et le fait de vouloir toutes ces casquettes à la fois et de vouloir être le meilleur dans chacune des casquettes fait que il se met à dos beaucoup de monde dans le monde du MMA. Et c'est dommage parce que pour moi, c'est un mec qui est performant dans ce qu'il fait et qui pourrait se faciliter la vie. Qui pourrait grandement se faciliter la vie dans le monde du MMA en étant un peu plus neutre dans ses discours et en étant un peu moins business. Parce que c'est un peu, Non, pour la plupart des gens, c'est un peu monsieur business. Pour beaucoup de gens en France, dans le MMA, Lopez, c'est un peu monsieur business. Mais après, je comprends très bien que toi, tu sois avec. Mais juste un exemple pour exposer ça, c'est que tu es allé t'entraîner une semaine là-bas à bout. Et au bout d'une semaine, tu avais signé au Factory. Et Jorik, par exemple, il allait s'entraîner une semaine là-bas. Au bout d'une semaine, il y avait une proposition. Est-ce que tu veux signer au MMA Factory? Donc, tu vois, c'est vachement business quand même. Tu vois, je trouve qu'il y a du business. Mais ça ne veut pas dire qu'il est mauvais. Hein. Je ne dis pas qu'il est mauvais, mais c'est vachement business, tu vois. À mes yeux. Mais d'ailleurs, j'avais une question. Toi, tu avais été il y a quelques années au MMA Factory. Tu avais été juste pour t'entraîner ou c'était pour. Et c'est quoi que tu t'as pas plu là-bas? Au fait que tu es pas resté. Non, si, ça m'a plu là-bas. Moi, ça m'a plu et même je m'entendais pas mal avec Lopez ou avec d'ailleurs, c'était en bon terme. Ça m'avait plu. Par contre, j'avais négocié dès le départ, j'avais exprimé et ça n'avait pas dérangé Lopez. Au début, j'avais dit, écoute, je m'entraîne et avec Daniel et avec toi. Et au début, il a accepté ça. Et quand j'ai été à 2-0, parce que j'étais à 2-0 en 2 mois, comme je ne faisais pas partie de l'équipe de management et que, comme je te dis, je trouve que Lopez, le problème, c'est qu'il ne se décharge pas assez. Je trouve qu'il a trop de casquettes à la fois. Je pense que le fait qu'il n'ait pas la main mise totalement sur mon autonomie de combattant, alors c'est une qualité et un défaut, je trouve, hein, parce que des fois, c'est bien parce que tu peux façonner ton combattant de A à Z. La contrepartie, c'est que quand il y a une couille, c'est de ta faute aussi, hein, parce que si tu veux avoir autant de pouvoir sur un combattant, moi, je pense que si le combattant il est intelligent, tu dois lui donner un peu d'autonomie. Et du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il m'a dit, écoute, il faut que tu choisisses une écurie maintenant, parce que si tu travailles avec moi, je veux l'exclusivité. Voilà. Et moi, je lui ai dit, non, écoute, Lopez, Fernand, c'est pas ce qu'on a négocié dès le départ. Moi, je t'ai dit, je m'entraîne avec Daniel et avec toi. Et ça lui a pas convenu. Donc, je lui ai dit, écoute, moi, je continue mon aventure avec Daniel. Bon courage pour la tienne. Et puis, voilà. Hein. Et puis, c'est comme ça, quoi. Donc, pas d'animosité particulière. Juste, voilà, je pense qu'il peut se faciliter la vie en se déchargeant un peu de travail et en faisant confiance aussi aux gens avec qui il travaille. Parce que moi, les retours que j'ai, tu dois les avoir aussi beaucoup, Mika, et même toi, Abou, c'est qu'il y a beaucoup de gens quand même qui repartent de chez Lopez et qui ont un peu une dent contre lui parce que justement, je pense qu'il faut qu'il apprenne à faire confiance aux gens et qu'il se décharge un peu parce qu'il a tellement de casquettes. Maintenant, en plus, il est promoteur. Il a une organisation en plus. Et en plus, là, la dernière rumeur que j'ai entendue, c'est qu'il va être président de la FMMAF. Donc, je sais pas si ça après, tu peux pas lui en vouloir d'être. Non, mais tu peux pas lui en vouloir d'être autant ambitieux. Et sur le fait d'être de ne pas aller justement.
Bien sûr. Après, on clôt le débat sur Lopez, comme ça c'est fini et on passera à l'actualité du MMA. Ouais. Moi, je pense que ce que Benoît veut dire, c'est qu'à un moment donné, et ça, moi, c'est du point de vue syndicaliste, combattant, force ouvrière, j'ai toujours dit, c'est que quand tu as plusieurs casquettes, promoteur, entraîneur, et manager, et maintenant à la Fédé, tu as forcément ce qu'on appelle des conflits d'intérêts. Tu peux pas produire un produit, le vendre, l'acheter et le vendre. Tu vois, tu peux pas être l'acheteur à celui qui le fabrique et ensuite le revendre au client et être le client. Je sais pas qu'à un moment donné, il y a des conflits d'intérêts dans tout ça. Et c'est pour ça que c'est bien que les pouvoirs soient séparés. On vit dans un monde où les pouvoirs sont séparés. Tu as le pouvoir législatif, tu as le pouvoir exécutif, tu as le pouvoir judiciaire, entre guillemets. C'est pour ça que les choses, à chaque fois, sont bien fragmentées. C'est pour que tout glisse. Et c'est vrai qu'à un moment donné, avoir les mains partout, c'est compliqué. Maintenant, aujourd'hui, on a besoin de lui. C'est clair, en tant qu'acteur du MMA, il a fait des bonnes choses. Le Ares, aujourd'hui, c'est quand même une belle organisation. Donc, même si aujourd'hui, effectivement, il a la casquette de manager, entraîneur et promoteur, et que parfois il y a des conflits d'intérêts, ça marche plutôt bien. Maintenant, à la Fédé, je suis pas sûr. Sincèrement, je suis pas sûr que ce soit lui ou quelqu'un. Je suis pas sûr que ce soit, par exemple, un patron d'une grande salle, que ce soit lui ou un autre, ce soit bon. Je pense que la Fédé je pense que ça doit être un mec rester qui a pas totalement de. neutre. Ouais, ça doit être quelqu'un pour moi qui doit être totalement neutre. Et aussi, quand tu as autant de casquettes, pour moi, tu peux pas être performant dans chacune des casquettes autant que quelqu'un l'est qui dédie sa vie. Alors, tu peux être autant performant que quelqu'un qui est pas bon, mais un mec comme Daniel, tu peux pas le dénigrer avec le parcours. C'est-à-dire quand le Daniel. Non, mais ça, entendu. Ça... Il va reprendre pour dire, c'est quand même 3 ceintures. Je parle pas de ceinture intérim, c'est 3 ceintures à l'UFC, c'est 3 ceintures au Strikeforce, c'est 2 ceintures au RFA, c'est 5 ou 6 différentes catégories de poids coachées en tant qu'head coach ou striking coach à l'UFC. C'est un palmarès qui est juste. Tu peux pas avoir ce palmarès en étant promoteur. En tout cas, Benoît, tous les protagonistes du MMA, tous les acteurs du MMA français ou même mondial, voilà, reconnaissent les qualités autant de Daniel Warin et autant de Lopez. Donc voilà, pour ce débat, les deux sont des excellents coachs. Voilà, chacun à leur époque, mais les deux sont des excellents coachs. C'est pour ça que ces deux messieurs, ils ne devraient pas s'envoyer de pique, parce que ça ne sert à rien. Parce que, en plus, si tu cherches à faire des comparaisons, l'un comme l'autre, il y a des domaines où ils vont perdre, donc ça ne sert à rien, quoi. C'est ça. Ouais, exactement. Je pense que maintenant, en tout cas, c'est clôturé. En parlant du UFC, la transition elle est toute faite. On va parler de l'UFC d'hier, qui pour moi était un UFC de malade. Enfin, notamment le main event, qui était un combat de ouf. On a sélectionné 3 combats. C'est les 3 de la main card. Weili Zhang face à Joanna, Shevchenko face à Santos et Prochazka face à Teixeira. On commence avec Zhang face à Joanna. On fait assez vite sur le débrief. Mais moi, j'ai été surpris par le niveau de lutte de la chinoise. Elle m'a impressionné. Ouais, je suis d'accord avec toi. En fait, ça m'a surpris et aussi. Mais je me suis dit, c'est là que je me suis dit, putain, elle a une team super intelligente parce qu'avec le physique qu'elle a, c'est une des meufs les plus physiques que j'ai vues de cette catégorie de tous les temps. Elle encaisse de ouf. Elle est. Alors, sauf sa équipe qu'elle n'a pas vu venir. Mais quand tu vois pas le coup venir, c'est toujours pareil. Mais elle encaisse, c'est incroyable. Elle est dure au mal. Elle frappe fort. Je me suis dit, si cette fille-là, si elle a un peu de technique au sol, il n'y a pas beaucoup de strikeuses, même techniques en lutte, qui vont pouvoir rester tout le temps debout. Et et puis ça allait très bien, quoi. Elle a gravement amélioré sa lutte et ça lui va très bien, je trouve. Ouais, moi c'est que déjà, en fait, depuis leur premier affrontement, il y a eu au moins. En fait, déjà, elle a été inactive, Johanna. Et en fait, moi, je pense qu'elle s'est attendue au premier combat. En fait, elle s'est dit que ça allait se dérouler comme au premier combat. Ça s'est disputé pendant 5 rounds de 5 minutes. Il y a eu que du striking, sauf que voilà, entre-temps, elle a pas été, elle a été inactive. On sait très bien que le MMA, ça évolue. Et Weili Zhang, elle arrive avec une super stratégie. Elle a mis l'accent sur la lutte. Et je pense qu'elle s'y attendait pas du tout, Johanna. Elle s'entraîne où? Dans un club américain, je crois, non? Weili Zhang? Oui. Elle est avec Henry Cejudo. Il me semble qu'elle est toujours avec lui. Des fois, elle faisait la passerelle entre
son pays là en Chine. Et parfois aussi, on la voyait sur les fins de préparation avec Henry Cejudo. Sur sa lutte, Bah, tu vois que ça a c'est payé. ça. Eh ben, ça m'étonne pas, mais tu sais à quoi ça me fait, vous savez à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à les Américains, ils ont vraiment compris que quand ils ont un Français ou un étranger qui arrive là-bas, ben, ça me fait penser à Francis Ngannou. Quand il est parti aux États-Unis, ils se sont dit, OK, avec le mec, avec le physique qu'il a, on va lui mettre un body lock, un double leg, un single leg. Ouais. Et putain, le mec, en fait, le progrès que ça lui fait faire, parce qu'il est tellement physique que bah, ça lui a fait faire une défense de titre facile. Pas facile, mais c'est-à-dire qu'il s'est donné des outils tactiques qui lui ont facilité le combat, alors que ça se passait pas super bien les 2 premiers rounds contre Cyril. Et bah, en fait, il s'est rajouté des outils dans l'arsenal. Et les Américains, j'ai l'impression que souvent, maintenant, quand les étrangers vont là-bas, et ben, ils vont te prendre en compte au niveau de la lutte et tu vas ressortir avec un meilleur niveau de lutte. Ouais, je suis assez d'accord. En tout cas, c'était un combat de dingue. Derrière, bah, il y a ce coup de coude retourné, enfin ce coup de poing retourné. Ouais, backfist. Ouais. Ouais, Johanna KO. Et en plus, derrière, elle indique que c'est fin de carrière pour elle. Elle En prend fait, sa elle dit retraite. Ouais. elle a le désir d'enfanter. Elle a 35 ans, je crois. Et donc, Ouais. du coup, moi, je le vois presque comme une fin de carrière, quoi. Parce que je me dis que le temps que ça arrive, etc. On parle de 1 an, 2 ans, ça l'emmène à 37 ans. On sait que le MMA, il va à une vitesse de dingue. Donc, difficile pour elle de revenir. On verra bien. J'ai pas envie de parler à sa place, mais difficile. Ça va être difficile en tout cas son retour. C'est ça. Ouais, Il y avait. je suis d'accord, je suis d'accord. Je suis entièrement d'accord. Ensuite, Je le vais vous laisser là-dessus. combat, pour moi, c'est un vol en bonne et due forme. Ce qui s'est passé, je le dis. Shevchenko face à Taila Santos. J'avais dit Taila Santos, c'est celle qui me faisait le plus peur dans la KT pour Manon Furo, parce qu'elles sont dans la même KT. Et je disais que il fallait qu'elle s'esquive le plus longtemps possible les deux, parce que pour moi, Taila Santos, c'est quelqu'un qui, comme Manon, peut aller à la ceinture. Et là, elle a eu sa chance avant Manon. Et il s'est avéré que pour moi même, elle gagnait ce combat. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais pour Non, moi, moi, j'ai pas pu le suivre, malheureusement. elle prend très clairement les 3 premiers rounds. Ça ressemblait plus à un combat de Muay Thai dans lequel il y a eu des échanges. Effectivement, il y a Shevchenko qui prenait un peu le dessus, mais franchement pas dingue. Par contre, j'ai vu une séquence où à un moment donné, Taylor Santos prend le dos de Shevchenko et n'est pas loin de la finaliser, non? Premier round, 3e round. Ok, Ça arrive ok. premier, 3e round. Ouais. Et il y a une au sol, pour moi ça a été dingue cette UFC, c'est que ce soit ce common event ou le main event, j'ai trouvé qu'il n'y a pas eu de calcul de la part des combattants. Dès qu'ils ont eu ne serait-ce qu'une tentative de soumission, ils l'ont pris pour finaliser le combat plutôt que de gagner le round. Et donc, en tout cas, sur ce combat-là, pour moi, je vois les 3 premiers rounds clairement pour Taila Santos et le 4e, 5e pour Shevchenko. Mais je suis assez étonné du. Bah, je suis d'accord avec toi, Mickaël, surtout qu'en fait, c'est un sport où des fois, moi, ça me rend fou. C'est que quasiment tous les spécialistes, tous les connaisseurs voient la même chose. En fait, moi, je disais la même chose du combat Reyes contre John Jones. C'est-à-dire que pour moi, il y avait 3 rounds clairement, légèrement, mais clairement pour Reyes, les 3 premiers, et 2 après pour Jones. Et certes, même si les 2 derniers étaient un petit peu plus en faveur de Jones, et là, c'était même pas le cas. C'est-à-dire que là, hormis le tout dernier round, le 4e était que légèrement en faveur de Shevchenko. En fait, je sais pas. En fait, et surtout, moi, ce qui m'a choqué, c'est comme il est arrivé exactement la même chose au Reyes John Jones, c'est le 49-46. C'est ça qui m'a choqué. Mais moi aussi, je ne comprends pas. Il y a 48-47, 47-48 et 49-46. Mais là, c'est folle. À la limite, en fait, le seul round où il pouvait avoir des doutes, parce que tu sais jamais, parce que comme ils ont revalorisé plus les dégâts que le contrôle, c'était le 3e, où elle contrôle un peu tard le dos. Mais je lui ai donné quand même, je lui ai donné quand même. Mais où je me suis dit, bon, tiens, je ne sais pas comment ça a été revalorisé, mais effectivement, en termes de dégâts, l'autre a mis, cette fois-ci, elle a pu exploiter un tout petit peu plus son striking qu'aux 2 premiers rounds. Donc peut-être que. Mais ouais, incompréhensible. Le 49-46, incompréhensible.
Ouais, et moi je serais même pour que les scores à la fin, on les ait round par round. À chaque fois, c'est une galère d'aller trouver ces. Non, sur Twitter, en général, ils sortent Ouais, ça les, sort, mais les, sur les, Twitter, les je scores. comprends pas tu vois, c'est dommage qu'on n'arrive pas à les ressortir par exemple, une sorte de Sherdog des arbitres. Tu sais, pour qu'à un moment donné, ça mette en exergue qu'il y a un arbitre qui voit pas la même chose que les autres, quoi. Faut qu'il dégage. Les arbitres, Mais, ils ont des mais décisions qui sont importants et qui jouent sur les caractères. non, mais Michael, des fois, il y a des vols, des fois, c'est insupportable. Là, le dernier vol en date qui m'insupporte encore plus, c'est, j'ai regardé, je sais pas si tu as vu le combat, Gleison Thibault contre Aljara. Je sais pas si tu as vu ce combat-là. Au PFL? J'ai vu. Putain, au PFL, j'ai halluciné, quoi. C'est-à-dire que Gleison Thibault, il contrôle 95% du temps Jara contre la cage où il le met au sol. Et certes, la minute où il y a des échanges, Jara il met 2-3 jabs et il frappe dans le vide, Thibaut. Mais en fait, tout le monde mettait Thibaut Non, mais gagnant. après, au Tout le monde PFL, mettait. ouais. Au PFL, c'est particulier. Il a gagné par Exactement, ouais. Et Non, je disais qu'au PFL, ça a l'air souvenez- particulier parce que. ouais, Ouais, bah, tu vas en souvenez-vous venir, d'Anthony Mika. Dizzy C'est ça, avec Chris exactement. Wade. Ouais. Anthony Dizzy Exactement, avec ouais. Chris Parce qu'il y a Wade. quoi? Anthony Ah Dizzy oui, avec oui, oui, Chris je me Wade. rappelle, oui, oui. Eh ben, Ça aussi, c'était un sacré vol. C'est Et je ça. ne comprends pas parce que les commentateurs donnent le mec gagnant, donnaient Thibaut gagnant, le public donnait tout le monde donne Thibaut gagnant, et là, tu entends la décision. Et déjà, là où tu vois que ça pue la merde, c'est quand tu entends partager. Alors là, Ouais. tu te dis, oh putain, ils vont le voler. Et tu te dis, c'est Ouais. pas possible. Et ils le volent. Et ça arrive à chaque fois. Hein. Et moi, ça Ah, me. ouais, Ouais, même à Marseille, hein, aberrant. franchement, Ouais, face à quand Kevin t'as. Ruiz, pour moi, je gagne mais largement le premier, deuxième round et ils annoncent décision partagée et franchement, je suis surpris. Ouais, Hein. c'est assez Oui, surprenant, oui, oui, effectivement. bah, j'étais surpris aussi, hein, tu sais. En fait, ce que je comprends pas, c'est qu'il y a des fois des rounds qui sont légèrement en la faveur d'un combattant, mais c'est quand même net, tu vois, tu le vois. Et tu sais Ouais, pas comment ils font. C'est que c'est des rounds, en fait, que si tu n'as pas marqué une très nette domination, des fois, les juges, ils arrivent à le donner à l'autre. Alors, tu sais pas, tu comprends pas, tu vois. Moi ton combat, Mika, c'était un cas école. 1 et 2 pour toi, 3 pour Kevin. Mais vraiment, genre, tu prenais le deuxième nettement, le Il y a encore le premier troisième. Non, légèrement, mais et le troisième, le c'est vraiment sur la troisième, fin, le troisième. ouais, et le troisième, c'était légèrement pour Kevin. Hein. C'était pas nettement pour Kevin. C'est pour ouais, ça. mais Et j'étais étonné, tu vois. Je me suis dit, bon, si les juges ont vu la même chose que nous, ils vont donner 2 bons rounds à Michael et un round à Kevin. Et ouais, j'étais étonné. Mais C'est oui, des ça. fois, t'es étonné. T'es vraiment étonné de la décision qui peut être donnée, quoi. C'est ça, c'est et ça. on passe au main event qui pour moi est peut-être le main event jusqu'à maintenant. Bon, on a eu des beaux combats hein, cette année parce qu'il y a eu Ngannou, Cyril Gane. Il y a eu aussi le combat à Londres, c'était un UFC de ouf. Mais en tout cas, bref, Non, ça faisait longtemps. Ils ont relancé la KT des 93. exactement. Et voilà, moi, je pense que c'est C'est pour ça que les Prochaska. gens. Je pense que c'est pour ça que les gens s'enflamment en disant que c'était le combat de l'année parce que honnêtement, ça fait très très longtemps qu'on n'a pas eu de combat pour le titre chez les light heavyweight autant disputé. Il y avait Aussi John Jones qui technique. a régné, aussi Ouais. technique aussi. Et je pense que c'est Ouais. vraiment ça on va dire, qui a excité les gens. Non, Donc, mais Bah là, c'était au niveau en fait d'un combat de John Jones. Donc c'est ça tu as raison, c'est ça qui a pu réveiller les gens. C'est-à-dire on a tout vu. Par contre, moi, ce combat-là, j'étais dépité pour Glover et je comprends pas comment Glover, à son âge, avec l'expérience qu'il a, il a fait des erreurs des fois. Il s'est compliqué le combat. ouais. J'ai Mais halluciné. J'ai c'est halluciné. qui s'est compliqué le combat, mais en même temps, c'est parce qu'il a toujours eu la volonté de finaliser le combat. Ouais, Moi, c'est oui, ce qui oui, m'a oui. vraiment surpris sur ce combat, ouais. c'est que Texera, franchement, il aurait pu gagner le combat beaucoup plus facilement en bloquant les positions aussi. Ah oui, oui, Et, oui. Et vice et il versa, a je trouve. Hein. cherché. Ouais, moi, je pense qu'il n'avait pas les mêmes compétences au sol. En fait, il est très fort, hein, le Tchèque. Il est très très fort, mais je Il pense n'a pas pas qu'il ait, les mêmes il a compétences, pas surtout en d'aisance. position. Ouais, Oui, il oui, a oui. pas une aisance technique qui lui permet de dompter le combat. Texera, on le Ouais. voyait quand il voulait se retourner, etc. Il le faisait. Et il a toujours cherché les soumissions. Mais franchement, d'ailleurs, tu vois Mais la finalisation, elle n'est pas du tout scolaire. La finalisation, il n'y a non, pas de non, non, crochet. non, 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 non. Mais d'ailleurs, c'est pour ça que je dis ça, parce que Glover, en plus, il avait l'air d'être bien au quatrième et au cinquième, alors que Projaska, je pense que du fait qu'il n'est pas habitué à être autant poussé dans ses limites,
il commençait vraiment à avoir des grosses pertes de lucidité. C'est-à-dire que c'est même debout, Glover, il le touchait, il a fallu chaoter. Il se fait salement connaître. Ouais. Et là où je me suis dit, Glover, je ne comprends pas là, c'est quand j'ai vu faire une guillotine sautée alors que Prochaska reculait. C'est-à-dire que la guillotine sautée, si le mec n'est pas contre la cage ou qu'il ne te pousse pas, tu sais très bien que ça ne passera jamais. C'est comme la projection de judo quand le mec recule. C'est impossible. C'est impossible. D'ailleurs, il y a notre amie Sofiane Oudina qui en a pas comme ça. Mais c'est ça, il l'a fait parfaitement. Pourquoi? Parce que le mec le poussait contre la cage. Donc, il l'a fait avec un timing tellement bon qu'il a même pris la guillotine montée parce que le mec a roulé par-dessus. Parce que le mec le poussait. Donc là, c'était la bonne technique. Mais là, voir Glover faire une erreur de débutant comme ça, et surtout ses attaques de dos, c'est-à-dire, tu sais, il essayait de le monter comme le gorille. Tu sais, il glissait tout le temps sur l'avant. Et ça, c'est une situation, j'en parlais avec un ami à moi, j'en parlais avec Wissam, que vous connaissez bien, qui est un bon copain, et qui, lui, perd son dernier combat comme ça, où je lui ai expliqué que j'en peux discuter avec lui, parce que moi aussi, ça a été une erreur. J'ai fait mes 3 premiers combats et je l'ai corrigé après. Pourtant, moi, je suis très jeune dans le MMA, mais c'est là que tu te dis que ces catégories-là, les mecs, light heavyweight, en fait, comme je pense en sparring, ils ne peuvent pas produire autant de situations que nous, on le peut avec notre cardio. Je pense que techniquement, c'est pour ça qu'ils sont toujours un peu à la ramasse comparé au middleweight, welterweight et en tout cas, on en parlait avec Mika par rapport à ça. Le dos. Ouais, parce que je finis là-dessus et je te laisse parler à vous. C'est, tu sais, quand il attaquait le dos, il attaquait pas de côté comme c'est fait partout maintenant. Il essayait de lui monter sur le dos un peu à califourchon. Et à peine il levait ses fesses, Prochaska, à chaque fois, il glissait. Mais c'est un truc ultra scolaire, ultra école que tu apprends au MMA dès tes premiers sparring de MMA. Et j'étais ultra étonné, quoi. Pourtant, c'est un super bon black belt, Glover. La stratégie, elle était gagnante. Hein, et c'est Mikan et moi, on en parlait dans des anciens podcasts. On dit que lorsque vous êtes en light heavyweight, il suffit d'avoir une bonne lutte et un bon sol. Et vous pouvez dominer la catégorie. C'est ce qu'on voit à l'époque de John Jones et à l'époque de Cormier. Et la stratégie, elle était payante. Même pour Jiri. Tu sais que Teixeira, il arrive avec des middle low kicks tout au début du combat. Ça m'a surpris d'engager un combat à 5 rounds en mettant la puissance qu'il a mis sur des low kicks, des middle, et derrière d'aller lutter, ramener le combat au sol. Je me suis dit jamais il va tenir 5 rounds. Et franchement, il m'a surpris. Il a un cardio de malade. Vous avez dit tout à l'heure que Teixeira, il pouvait finir le combat. Mais moi, je trouve que Jiri aussi, il pouvait finir le combat à plusieurs reprises, sauf qu'il était un petit peu trop fougueux et qu'il allait trop. En fait, je pense qu'il s'enflammait trop. Et lorsque tu vas à mi-distance avec un lutteur, forcément, il réussit à l'accrocher. Et je trouve qu'aussi, il aurait pu en finir s'il était peut-être un peu plus d'expérience et s'il était peut-être moins fougueux. Parce que la stratégie dans le deuxième round, sur les hypercuts et sur la défense de lutte, franchement, elle payait bien, je trouve. Mais là, c'est là qui m'a fait penser un peu à mon partenaire et à Mathieu. C'est que Mathieu aussi, il est ultra dangereux. C'est un truc de fou comment il peut être dangereux. Mais des fois, c'est surdébauche d'énergie. Et dès qu'il y a une petite perte de lucidité ou une fatigue, des fois, en fait, le fait d'avoir les mains basses, à la fin, Glover, il allait lui faire une éducation scolaire, en fait. Et j'étais juste dégoûté parce que 3 fois, c'est pour ça que je dis ça, c'est que j'étais choqué, c'est que 3 fois, il perd le dos et glisse. Et c'est les 3 seules fois, d'ailleurs, où Prochaska se retrouve dessus en demi à le frapper, à le tabasser. C'est parce que 3 fois, il perd et il glisse du dos. Et en fait, c'est un truc. En fait, du coup, ça m'a choqué, quoi, parce que j'étais là. Ok, il va le faire 1 fois, 2 fois. Ça, et puis la guillotine sautée, j'étais choqué, quoi. Comme tu dis, il a vraiment privilégié à essayer de finir le combat plutôt que. Là, franchement, il pouvait le gagner. Je pense qu'il aurait même pu, s'il avait fait aucune erreur dont je t'ai parlé là, il aurait même pu peut-être le finir au 4e. Parce qu'en fait, il aurait fatigué avant. Mais le fait qu'il cherche absolument ces finishes-là, il redonnait du souffle à Prochaska, qui a un bon mental. Par contre, ça, on ne peut pas lui enlever. Et Prochaska, il a un sacré mental parce que en fait, il a fait que survivre. À partir du 3e, il était en mode survie à la fin du 3e. Et, mais il a saisi les opportunités. C'était un combat, ce qui était intéressant, et on va finir là-dessus, c'est qu'il pouvait aller dans les deux sens à tout moment. Exactement. Et surtout, ce qui m'a fait plaisir, moi, c'est qu'il n'y a pas eu de calcul dans ce combat. Et c'est ça que j'ai apprécié. On va finir ce podcast en parlant forcément du Classico, le 100% Fight 46, Benoît. C'est pas l'UFC, mais beaucoup de combattants français ont fait leurs armes, notamment AB et moi. Et moi, en tout cas, pour ma part, je suis content de la qualité de la carte qui nous est proposée.
Donc je sais pas, je vais vous laisser vous exprimer sur des combats que vous appréciez ou que vous avez hâte de voir. Je rappelle que le 100% Fight se déroulera samedi prochain à Carpentier. Donc 100% Fight organisé par Hatch, grand acteur aussi du MMA qu'on entend moins en ce moment, qui est moins sur le devant de la scène française, mais qui est toujours un grand acteur du MMA. Et le 100% Fight qui est une institution en France et qui a fait combattre beaucoup de combattants, notamment Francis Ngannou pour les plus connus, Nassourdine Imavov, Taylor Lapidus et tout plein d'autres. Et donc là, il nous propose une blade card qu'il a appelée le Classico. Donc c'est Paris contre le bassin méditerranéen, donc Marseille. Et je vous laisse prendre la main sur un combat ou deux combats qui vous interpellent. Là, je laisse la parole. Benoît, ouais, commence. Ouais. Eh ben, écoute, moi, il y a Alioune qui prend un Brésilien. Donc, bon, je pense que vous vouliez aussi en parler. Ouais, Hatch, comme tu le dis, très grand monsieur du MMA français. Moi, Hatch, c'est un mec que je respecte beaucoup parce que, pour le coup, avec Hatch, il n'y a jamais eu aucun débat ou quoi que ce soit. Et c'est un mec qui a une grosse équipe. Ouais, c'est une griffe quand même. Hatch, faut le dire, c'est une griffe. Hein. Très proche de ses sous. Oui. Mais moi j'aime beaucoup. D'ailleurs, l'accréditation média, Michael, là ou pas? Toi, tu seras commentateur là-bas. Ouais, moi, je suis un commentateur. Ah, bien. Ah, c'est bien. Et notamment, il a des jeunes qui sont super performants. Il a notamment Saladin Parnasse. Il a une grosse équipe. La Hatch Academy, c'est une grosse équipe. Il y a Abou Tunkara, que j'aime beaucoup, qui est un bon copain. Et Fabakari, qui a combattu que j'ai croisé au Bellator, parce que Mathieu combattait là-bas. D'ailleurs, au Bellator, j'ai croisé tout le MMA français quasiment. Et je suis content parce on s'entend avec absolument tout le MMA français, quoi. Donc, cool. Là, ça fait déjà 1 heure, faut qu'on speed un peu. Ouais, 100% Fight, Alioune contre Philippe Maia, tu dis combat coup de cœur. Ouais, combat coup de cœur parce que Alioune, c'est un super combattant, il est explosif, c'est un bon sparring partner, j'ai beaucoup tourné avec lui aussi. À l'époque, il était à la Team Venom avec Daniel. Et je lutte avec lui régulièrement à l'US Créteil. Donc voilà, super combattant. Hâte de voir son combat parce que je pense que c'est peut-être un futur combattant à l'UFC français. Et en tout cas, il fait partie des meilleurs 66 kilos avec Saladin. On est d'accord. Non, moi j'ai pas d'attente particulière. J'attends juste de voir juste l'événement en global. J'aimerais aussi après voir, je pense, comme tout le monde, Ramzan Jambiev pour le main event. Sofiane qui est pas mal, hein, qui fait partie d'une grosse team française aussi. Mais vas-y. C'est ça, non, je trouve que ça reste vraiment un combat équilibré. Donc en fait, on verra si on va dire qu'il a sa place dans les futurs prospects, Ramzan, parce que je pense que c'est lui qui est attendu au tournant. Après, il y a, on va dire, un ami de l'économie mondiale avec qui j'ai fait les débuts aussi. Il y a Fayad Jumoa qui, justement, évolue à la Hatch Academy. Et je pense que ça fait quand même quelques années qu'il avait fait ses débuts, justement, sur le circuit français. Et que ça fait un petit moment qu'il ne s'était pas exprimé. Enfin, si, il s'est exprimé récemment dans une organisation turque. Mais en tout cas, voilà, ça faisait un petit moment qu'il ne s'était pas exprimé en France. Donc, non, ça va me rappeler de bons souvenirs, on va dire, le retour du 100% Fight, quoi. Voilà, 100% Fight. Donc, hâte d'y être. Moi, pareil, mes 3 combats coup de cœur, c'est les 3 combats qui ont été cités. Alioune face à Philippe Maia. Donc, je crois que c'est le seul combat, en fait, international. Donc, pour la petite histoire, c'est le fameux combat où Alioune a été repêché suite à l'annulation du Ares. Ensuite, derrière, il y a Ramzan Jambiev qui affronte Sofiane Belaïd de la team Foissard à Marseille. Donc, Ramzan Jambiev, Hatch Academy vs à Sofiane Belaïd, team marseillaise de Foissard. Sofiane invaincu, 3-0, solide et mieux classé que Ramzan. Donc là, c'est vraiment pas un prête-nom ou un combat pour faire briller Ramzan. C'est un combat avec un défi. Ça va être effectivement Ramzan par sa notoriété est considéré comme le champion entre guillemets, mais ça va pas être un combat facile et on a hâte de voir ce combat. Et enfin, effectivement, il y a, toi tu citais Fayad Jouamois de la Hatch Academy qui va affronter Thomas Glo, très 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 solide. On en parlait, Thomas Glo à un moment donné. Ouais, tu voulais le voir contre Wissem. Au même niveau que Wissem, moi, parce qu'il m'avait impressionné. Là, il combat en lightweight pour la 2e fois de sa carrière. Hâte de le voir. Je pense que c'est un combattant qui va faire parler de lui, moi, Thomas Glo. Et c'est pas un combat facile, en tout cas pour. Anecdote, moi j'ai une anecdote sur Thomas Glo.
Je m'entraîne régulièrement avec Mathias Poiron qui a battu Thomas Glo. Mais c'était un combat très serré. Et il le bat, je pense, sur la stratégie de combat, parce que je pense qu'ils étaient au même niveau ce jour-là, même si Mathias se développe bien. Et Mathias, c'est un combattant qui est solide. Donc, je pense que il est techniquement, il est complet. Donc, tu as raison de croire en Thomas. Je pense que c'est un mec aussi qui va faire des bonnes choses. Ouais, il est solide. En plus, il a un côté Covington. Je sais pas comment dire. Il a un côté, il arrive avec ses lunettes, un peu insolent, etc. Je pense que il a moyen de faire quelque chose dans le MMA. On verra maintenant. Après, il y a la réalité des combats à chaque fois et il y a la désillusion des combats parfois parce que c'est pas, ça va pas toujours dans le sens qu'on veut. Exactement ça, messieurs. Je pense qu'on a fait le tour sur la deuxième partie. À Ouais, part c'est si bon. Benoît Sandini avait quelque chose à rajouter pour clôturer l'émission. Non, ben, je vous remercie de m'avoir invité. C'était une volonté de venir sur votre show à tous les deux depuis pas mal de temps, parce que je vous connais tous les deux personnellement. Et je disais à Mickaël, je trouve ça me fait plaisir de donner de la force à voilà, des mecs qui connaissent bien le milieu, qui font partie du milieu et et voilà, hein, ça fait plaisir de voir que ça prend, quoi, que la mayonnaise prend. Parce que moi, je vous regarde depuis, je pense, le 10e ou 11e épisode, quand il y avait encore des 300 vues ou 400 vues. Donc, c'est vrai. Non, abuse pas. On Non, fait plus de 300 vues quand même. bah oui. Ouais, le mais dire, il le dire. y avait pas beaucoup de Mais vues quand même. Hein. ouais, C'était en dessous. c'est vrai que Non, c'est vrai que de ça s'est l'émission. monté là quand même. Bah Donc, oui. c'est monté au fur et à mesure. donc voilà, je suis content de voir que voilà, ça prend et ouais, bah, je suis content pour vous et bah, hâte de remettre les gants avec vous deux à l'entraînement et de se préparer pour les prochaines échéances, chacun de son côté, quoi. Et ouais. Avec Bah, en plaisir, tout avec cas, merci plaisir, à toi. Benoît. Merci pour la bonne ambiance. Et on vous revoit la semaine prochaine, surtout avec un invité surprise. On n'en dit pas plus, mais avec AB, on reviendra vers vous cette semaine. C'est Ça ça, donc marche, ciao les gars. merci à toi, Benoît, Ciao. et on se dit à la prochaine. À la prochaine. Allez, ciao, ciao les gars.